Bonjour, bienvenue à notre cours C20, rhétorique, art oratoire et grand discours. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'éloquence et la profession d'officier. En fait, il s'agit de la partie 2 d'un thème que nous avons déjà abordé la semaine dernière. Nous allons aborder aujourd'hui d'autres ouvrages, deux textes qui est à l'étude, qui seront à la base de la discussion. Le premier, celui de Samuel Huntington, que vous connaissez surtout peut-être à travers sa thèse de la fin des années 90, qui était autour du choc des civilisations. Mais on lui doit aussi ce très bel ouvrage, ce grand classique de la sociologie militaire, The Soldier and the State, Theory and Politics of Civil Military Relations, qui date de 1957, ainsi que le deuxième texte à l'étude est celui de Bill Bentley, qui est Professional Ideology and the Profession of Arms in Canada. Donc, il s'agira ici de réfléchir à la question de la profession des officiers ou la profession militaire. Dans le cas du Canada, on met davantage l'accent sur la profession des armes tout court, ce qui inclut ici à la fois les sous-officiers et les officiers. Donc, un texte de 2005 qui nous permettra de bien comprendre les origines du professionnalisme militaire au Canada, ou du moins ses efforts contemporains pour rendre plus professionnelles les forces armées. Donc, c'est ce qui sera au programme aujourd'hui. Allons-y d'abord donc avec le premier texte, celui de Samuel Huntington. 1957, c'est un ouvrage classique. Je dirais que c'est peut-être l'un des plus grands classiques ouvrages du 25e siècle qui porte sur la profession d'officier comme telle. Un ouvrage dont l'influence va bien au-delà de la seule sphère anglo-saxonne, puisque l'ouvrage a été traduit également dans d'autres langues. Donc, il est à l'étude dans certaines académies militaires, dans des staff colleges, partout sur la planète. Ce qui intéresse ici Huntington dans cet ouvrage, c'est d'abord et avant tout le rapport entre les forces militaires et le pouvoir civil. On distingue généralement les démocraties des régimes autoritaires, voire des régimes totalitaires, par la manière dont les forces armées ont d'exercer leur métier, leur profession, on dira ici, dans les limites que leur impose le pouvoir civil. C'est-à-dire qu'une démocratie se caractérise, pour cette question, par la manière dont le pouvoir civil a d'exercer un contrôle sur ses forces armées. On s'appelle ici Clemenceau, général français, qui aurait dit un jour, la guerre est une chose trop grave pour être confiée aux militaires. Bon, il entendait par là, bien sûr, il ne voulait pas ici dénigrer la profession militaire. Il reconnaissait par là que l'exercice des opérations guerrières, des opérations militaires, devait être confié en grande partie, ou voire exclusivement, aux forces militaires. Mais en ce qui a trait à la conduite de la guerre elle-même, à savoir quand on la déclenche, les objectifs stratégiques que la guerre doit poursuivre, les moyens que l'État doit engager lui-même pour engager le combat, pour mener les opérations guerrières, voire les questions touchant les négociations de paix, donc pour mettre fin à la guerre, toutes ces questions doivent relever du pouvoir civil. Le pouvoir militaire ou les militaires, l'institution militaire, elle, doit se concentrer uniquement à la conduite des opérations militaires à l'intérieur de la guerre. Donc, c'est cette question fondamentale qui surtout émane à partir de la Première Guerre mondiale, donc du contrôle civil de l'institution militaire des forces armées d'un pays. La thèse ici qu'élabore Huntington dans cet ouvrage est que la meilleure manière de garantir le contrôle civil sur les militaires ou sur l'institution militaire et de faire en sorte que le corps d'officiers évolue pour devenir une véritable profession. C'est en tant que profession, lorsqu'ils seront véritablement professionnels, que les militaires risquent moins d'abuser du pouvoir qui leur est confié et qu'ils limitent davantage leur action dans le champ des compétences qui leur est confié par l'État. Donc, c'est la meilleure manière de prévenir toute forme d'abus des militaires sur le pouvoir civil, mais en contrepartie, ça aussi, c'est la meilleure manière de garantir aux forces armées des revenus stables, un respect de la part des autorités civiles et de la société civile en général. Donc, garantir également des ressources suffisantes, abondantes, régulières pour le maintien de leurs activités. Donc, c'est en quelque sorte là, un contrat, si on peut dire. D'une part, rendre professionnelles les forces armées, c'est s'assurer qu'elles n'outrepassent pas leur pouvoir au détriment du pouvoir civil, mais c'est en contrepartie aussi s'assurer que le pouvoir civil garantit aux forces armées, notamment l'approvisionnement en ressources stables et régulières. Donc, dans ce chapitre,
Huntington va retracer ici, premièrement, dans la première partie, va retracer ici, donc on s'est intéressé dans le cadre de cette discussion au chapitre 2 de cet ouvrage. Donc dans la première partie, il retrace l'évolution du corps des officiers au 18e siècle en Europe. Et essentiellement pour montrer, ce qu'on va voir ici, que ce corps des officiers ne constitue pas encore au 18e siècle une véritable profession. Hein. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'émerge une véritable profession d'officier, pour que les officiers deviennent de véritables professionnels. Donc, il va retracer cette longue évolution. Bon, la troisième partie de l'ouvrage, qui est plus courte, est certes peut-être un peu moins pertinente pour notre propos. J'aurais pu peut-être l'enlever, là. Elle part d'un rapport préparé par un général états-unien Upton lorsqu'il va dresser un portrait justement de l'état des corps des officiers dans les principales puissances européennes de l'époque, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne. Et une dernière partie qui porte sur l'influence de Clausewitz sur l'ouvrage classique Vom Krieg, de la guerre, sur justement l'évolution des sciences militaires et par suite, donc, de l'évolution de la profession d'officier. Donc, j'aurais pu la mettre de côté. On s'attendra très peu à cette question puisqu'elle apparaît assurément moins importante pour notre propos. Donc, pour Huntington, ce qui caractérise essentiellement la profession d'officier, ce sont essentiellement 5 éléments. Nous allons les passer en revue rapidement, puisque dans la partie 2, il y reviendra pour mieux les expliquer. Premier élément qui caractérise la profession d'officier, c'est la question des critères d'admission. Donc, ne devient pas qui veut officier. Donc, la question du recrutement. Historiquement, comme on va le voir, les officiers étaient essentiellement issus des classes nobles, des classes aristocratiques. Il n'y avait pas formellement parlé, outre le fait d'être bien né, c'est-à-dire d'avoir du sang bleu, d'être aristocrate, d'être noble, il n'y avait pas formellement de critères pour être admis dans la classe des officiers. Tout ça va changer avec la professionnalisation des officiers. Deuxième élément, un système de progression, c'est-à-dire que l'officier va progresser en grade, en carrière, en fonction de critères bien établis, en fonction de rendement, de rapport de rendement, ce qui n'était pas le cas auparavant, alors qu'auparavant, un officier pouvait simplement acheter non seulement son brevet d'officier, mais également son brevet de commandement. Donc, il pouvait prendre le commandement d'un régiment en achetant cette charge, ce qu'on ne voit plus évidemment dans les corps d'officiers modernes. Troisième élément, un système d'éducation qui est propre. Donc, les corps d'officiers vont se professionnaliser lorsqu'ils vont se doter d'institutions de formation, d'éducation qui vont être dédiées aux sciences militaires et à la formation des officiers. On va le voir un peu plus tard comment. Enfin, avant-dernier élément, les armées vont se doter de véritables systèmes d'état-major. Il n'y avait pas, avant le 19e siècle, de véritable état-major, c'est-à-dire que le commandant était surtout laissé à lui-même pour commander la troupe. À partir du 19e siècle, avec la complexification des guerres, vont apparaître des officiers d'état-major qui vont venir conseiller, appuyer le commandant. C'est un rôle très, très, très important dans les armées modernes. Enfin, le dernier élément va s'accompagner, bien sûr, ici d'une transformation de la manière de concevoir l'officier. On va le voir ici entre deux archétypes, l'archétype plus moderne, auquel on est habitué, nous. On va s'éloigner de cet archétype plus traditionnel, plus ancien, qui va être délaissé au profit de ce nouveau modèle. En fait, longtemps, avant l'apparition des corps d'officiers modernes, les armées avaient des chefs, étaient dirigées d'une quelque manière, et on avait essentiellement deux modèles. On avait les mercenaires. Les mercenaires, en fait, ne servaient pas uniquement à désigner des soldats qui étaient à la solde, donc qui étaient payés ici plutôt par des puissances régnantes, qui étaient des monarques, les monarchies, les royaumes. Il y avait aussi à la tête de ces mercenaires des chefs qui exerçaient donc le commandement sur ces mercenaires. Donc, c'était en quelque sorte des entrepreneurs qui étaient capables de lever des armées, des troupes, et de louer le service de ces troupes, de ces corps d'armée civils constitués de mercenaires auprès de royaumes, de monarques, d'empereurs en Europe. Ça pouvait devenir un marché très lucratif pour ceux qui acquéraient une belle expertise, qui avaient mené plusieurs combats dans plusieurs théâtres opérationnels. Donc, on avait affaire ici à des mercenaires. L'autre groupe qui servait de chef à l'intérieur des institutions militaires étaient les aristocrates. Les aristocrates le faisaient en quelque sorte comme sous la forme d'un hobby, d'un passe-temps, un peu en dilettante, je pourrais dire. Rares étaient ceux qui se dédiaient entièrement à la profession d'officier. Ils en faisaient en quelque sorte un passe-temps. À partir de la guerre de 30 ans, ce qu'on va voir, c'est que les puissances européennes vont délaisser de plus en plus les mercenaires pour confier de plus en plus le commandement des forces armées aux officiers, ici aux aristocrates.
Euh, on a à l'époque, à l'intérieur des classes nobles, de la noblesse, on a cette classe qu'on appelle la noblesse d'épée. C'est-à-dire que c'était des nobles qui, ou bien avec qui le statut de noble, à travers leurs actions héroïques à la guerre, on pouvait devenir, on pouvait accéder à la noblesse de cette façon, ou bien on était déjà issu d'une famille de noblesse et on pratiquait la guerre ici. Encore là, j'insiste, un peu en dilettante, parce que lorsque venait un conflit, ben à ce moment-là, on revêtait l'uniforme militaire. Et à ce moment-là, on prenait le commandement de régiment, de bataillon, de division, mais sans véritable formation réelle. On l'apprenait en quelque sorte sur le tas. Bon, ici, on avait donc, ça pouvait prendre des drôles de formes parce que, en raison de l'exigence aristocratique, certains nobles, même très jeunes, pouvaient prendre le commandement d'unités militaires. Donc, on avait même ces formules, l'expression qui est employée, des colonels à la bavette, c'est-à-dire de jeunes garçons qui étaient encore très jeunes, adolescents même enfants, qui pouvaient prendre les commandements complets de régiments. Donc, parce qu'ils étaient issus d'une famille de nobles. Donc, tout ça, bien sûr, va changer avec la professionnalisation des armées. On était très loin de l'idée d'accession au corps des officiers sur la base du mérite. Ce qui jouait davantage ici était le critère de la naissance, du rang social, savoir si on était noble ou pas. Euh, les monarchies européennes vont vite se rendre compte que ces aristocrates qui pratiquent l'art militaire en amateur, en quelque sorte, ils n'étaient pas toujours très, très bons. Donc, rapidement, on va mettre sur pied des académies militaires. Bon, il faut voir que les premières académies militaires servent davantage à former les artilleurs et les ingénieurs. Hein? Artilleurs-ingénieurs parce que ce sont des métiers plus spécialisés qui exigent des connaissances techniques plus poussées. Hein? On ne s'improvise pas artilleur. Il faut connaître comment fonctionnent les canons, comment on établit des trajectoires de tir. Donc, tout ça exige des connaissances plus techniques. De même que pour l'ingénieur, lorsqu'on construit un pont, comment on prépare, on construit des outils de siège, par exemple. Donc, tout ça, ça ne s'apprend pas sur le bord d'une table. Ça requiert une certaine expertise. Donc, les premières académies militaires vont naître. Surtout, les premières académies militaires sont des académies qui destinent à former des ingénieurs. Hein. Le génie est d'abord et avant tout apparu en Europe comme une science militaire. Ce n'est qu'après que ces ingénieurs vont mettre à profit leurs connaissances pour le pouvoir civil. C'est pourquoi on appelle l'expression, par exemple, le génie civil. Hein? Ceux qui sont en génie civil sont ceux qui construisent, par exemple, les ponts, les chaussées et compagnie, là, les infrastructures de la vie. Donc, cette branche est apparue pour la distinguer du génie militaire. Donc, le terme génie, au départ, ne désigne que le génie militaire qu'on va distinguer par la suite en génie civil. Le terme civil ici désigne bien l'opposition entre militaire et civil. L'expression est consacrée et demeurée encore aujourd'hui. Donc, on voit apparaître les premières académies militaires. On l'a en France en 1751, ce que nomme ici Huntington dans son texte, mais en réalité, la première qui est reconnue en Occident, tout le moins, la première école, c'est l'école militaire de la marine du Danemark, qui existe toujours, fondée en 1701. Alors que la Royal Military Academy Woolwich va apparaître en 1741, l'académie militaire thérésienne, la Theresiennische Militär Academy, 1751 en Autriche. Aux portes de Vienne, en fait. Le Royal Military College Sandhurst en 1801, la Kriegsakademie de Berlin en 1802, l'École militaire spéciale de Saint-Cyr en 1802, donc ça, le Collège militaire royal du Canada en 1876, le Collège militaire royal de Saint-Jean, 1952, 2008, sa rouverture. Donc, en fait, on peut même voir ici donc, on peut voir ici la liste donc, des académies militaires qui existent à travers le monde, sur Wikipédia, bien sûr. Donc, c'est intéressant. On voit ici que dans tous les pays, à peu près, tous les pays se sont à peu près dotés d'institutions militaires, d'académies militaires pour former leurs élèves officiers. Comme le Collège militaire royal de Saint-Jean. Donc, on trouve ici, c'est intéressant. Donc, on a la liste. On a rajouté récemment ici Military Academies Network, en fait, qui est l'EAMA qu'on a fondé ici au Collège militaire royal de Saint-Jean en 2017. Donc, les premiers membres sont affichés ici. On trouve bien même une belle petite photo ici qui a été prise dans le drillard de Saint-Jean. Donc, on voit ici la liste. Je vous invite à feuilleter ça. C'est très intéressant de voir comment sont organisés. On voit des belles traditions, des uniformes. C'est très joli. Vraiment, c'est un site intéressant. Je vous invite à consulter ce site. Donc, revenons ici un instant. Donc, si on poursuit.
Donc, les académies militaires vont être fondées en Europe essentiellement pour parer aux lacunes de formation des corps d'officiers qui, à l'époque, sont essentiellement constitués d'aristocrates et de nobles qui pratiquent l'art militaire un peu en dilettante, en amateur. Donc, on va essayer de systématiser tout ça. C'est pourquoi on va former donc ces officiers. À ces académies militaires, il faut bien distinguer. Hein, les académies militaires qui forment les élèves officiers vont s'ajouter également par la suite des collèges d'état-major qui vont former, eux, les officiers plus tard dans la carrière. Ça va apparaître un peu plus tard ou en parallèle, ça dépend des pays. Là. Mais dans tous les cas, il faut bien distinguer l'académie militaire de formation initiale, celle d'élèves officiers, des écoles d'état-major qui vont venir plus tard dans la carrière. Donc, ces deux académies vont apparaître un peu en parallèle ici. Donc, ça, on a résumé la première partie du texte de Huntington. Donc, je vous invite à lire ici. The 18th century officers corps were designed for the needs of the aristocracy rather than for the efficient performance of the military function. Wealth, birth, personal and political influence dictated the appointment and advancement of officers. Children and incompetents frequently held high military rank. No body of the professional knowledge existed. Consequently, no institutions, except for a few technical schools, were available to impart military knowledge, and there was no system for applying that knowledge in practice. Officers behaved and believed like aristocrats rather than like officers. The backward state of the military vocation may be contrasted with the condition of the legal, medical, and clerical professions at that time. The rudimentary and the independent existence of each of these made unthinkable the sort of prostitution to which the military vocation was subject. In brief, the military profession was simply non-existent. Donc, nous sommes à la fin du 18e siècle. On n'existe pas encore en Europe de véritables corps d'officiers professionnels, comme on va le voir émerger à partir précisément du 19e siècle. Donc, le 19e siècle va se caractériser par l'émergence de cette profession. Donc, le corps des officiers va se professionnaliser. Ce que ça veut dire ici, c'est que vont apparaître, en même temps que la professionnalisation des corps d'officiers, l'émergence de sciences militaires. Hein. On voit partout émerger au 18e siècle en Europe les sciences modernes appliquées dans tous les domaines de la vie. Vont émerger la sociologie, vont émerger la science politique. Ça ne prend pas encore le terme, mais on s'intéresse aux relations de pouvoir déjà. L'histoire apparaît désormais à travers une science, la science historique. Elle développe des outils qui lui sont propres, qui se distinguent des vieux traités d'histoire du Moyen Âge ou de l'Antiquité. Donc, partout, dans tous les domaines de la vie, émergent des sciences. Et le domaine militaire n'y fait pas exception. Vont donc émerger les sciences militaires. Jusqu'à présent, l'art militaire n'avait jamais fait l'objet d'une étude scientifique. Elle avait intéressé les lettrés, les hommes de lettres, les aristocrates. On trouve de nombreux traités militaires qui s'intéressent essentiellement à des commentaires sur les actions héroïques de certains grands génies militaires, Alexandre le Grand, Hannibal et les autres, où on avait essentiellement des traités qui relataient de grandes victoires militaires. On avait la bataille des Thermopyles, où on se rappelle les hoplites grecs, surtout les 300 Spartiates qui avaient réussi à vaincre l'armée des Perses. Donc, on a plein de traités qui racontent ces exploits militaires. On se rappelle la retraite des 10 000 racontée par Xénophon dans son Anabase. On s'appelle la conquête de Gaule racontée par Jules César avec le siège d'Alésia, par exemple. Tous ces traités intéressaient beaucoup les lettrés européens de l'époque, mais on n'avait pas encore développé des instruments, des outils scientifiques pour s'intéresser à la guerre. À l'époque, essentiellement, ce que l'on a, c'est une conception qui s'accompagne, donc qui est propre à la conception de la guerre de l'époque, qui est l'idée que l'officier est essentiellement celui de génie militaire. Hein? On s'intéresse à l'officier essentiellement sous l'angle du héros militaire, celui qui, par son grand génie, son instinct, son courage, a été victorieux sur tel champ de bataille. Hein, on pense ici à Alexandre, César, Auguste, Hannibal, Hernán Cortés au Mexique. Donc, tous ces grands génies militaires. Donc, l'officier est essentiellement saisi autour de l'archétype du génie militaire. On va graduellement abandonner cette conception pour s'intéresser à l'officier sous l'angle du professionnel, celui qui peut être formé, éduqué
pour devenir officier. Alors, si on a l'esprit que l'officier est essentiellement celui du génie, ben son talent tient essentiellement alors d'un don, d'un instinct. C'est inné, ça ne s'enseigne pas. On ne peut pas être formé comme tel. La seule chose qui reste, c'est lire les exploits militaires de ces grands génies et s'inspirer de ces exploits pour peut-être nous-mêmes exceller sur le terrain de bataille. Donc, on est très, très loin de l'idée d'une formation, d'un système d'éducation pour devenir officier. Ce qu'on va voir apparaître précisément avec la profession d'officier. Pour Huntington, on peut voir clairement ici le moment précis où on peut distinguer l'émergence formelle de la profession d'officier. On le doit à un décret adopté par le gouvernement de la Prusse, le 6 août 1808, qui établit clairement, je cite, « The only title to an officer's commission shall be, in time of peace, education and professional knowledge. In time of war, distinguished valor and perception. From the entire nation, therefore, all individuals who possess these qualities are eligible for the highest military posts. All previously existing class preference in the military establishment is abolished, and every man, without regard to his origins, has equal duties and equal rights. » C'est véritablement une révolution dans la manière de concevoir les critères d'admission dans le corps d'officier. On délaisse complètement cette conception aristocratique. Hein? On met sur le même pied d'égalité tous les citoyens. Le seul critère qui l'emporte est désormais celui du mérite, c'est-à-dire de la qualification que l'on acquiert à travers l'éducation et des compétences professionnelles, à tout le moins en temps de paix. En temps de guerre, on maintient encore une exception en temps de guerre parce qu'on peut voir que certains peuvent se distinguer, devenir officier, accéder au rang d'officier à travers la bravoure et une forme de réalisation de mérite militaire. On le voit sur le terrain opérationnel où certains sous-officiers vont se distinguer au point où ils vont pouvoir être reconnus comme des officiers. À ce moment-là, on va leur donner un brevet d'officier sur le champ de bataille. C'est plutôt l'exception, là. Donc, en temps de paix, on se fie davantage sur les critères de mérite qui sont ceux de l'éducation et des connaissances professionnelles. 1808, nous sommes 2 ans après les humiliantes défaites de Jena et d'Auerstedt en Allemagne contre les troupes de Napoléon et du général Davout. Donc, les Prussiens sont à terre. L'armée prussienne, qui pourtant s'était distinguée auparavant, n'a pas été capable de contrer les troupes napoléoniennes, alors même que les troupes prussiennes étaient supérieures en nombre, en équipement, en pièces d'artillerie, et elles connaissaient mieux le terrain. Napoléon, par son génie militaire, mais surtout par son nouveau système d'organisation militaire, a été en mesure de vaincre les Prussiens. Donc, c'est 2 ans après ces deux défaites humiliantes que les Prussiens n'ont pas le choix de reconnaître que leur système ne fonctionnait pas et qu'ils vont donc le réformer. Derrière ces réformes, on nomme quelques noms importants ici à se rappeler. Le général Gerhard von Scharnhorst, qui est vraiment le théoricien de cette réforme. Le maréchal August Neidhart von Gneisenau, qui lui va diriger les premières écoles militaires. Le général Karl von Grollmann, le comte Gebhard Geberach von Blücher, qui sont donc des personnalités très importantes dans la réforme prussienne, qui va inspirer toutes les autres armées européennes de l'époque qui vont suivre. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que cette réforme repose sur la reconnaissance du principe du mérite. Elle met en place des institutions pour former les meilleurs candidats. Donc, on délaisse complètement l'archétype ici du héros militaire, du génie militaire. On reconnaît ici qu'un officier peut être formé. Hein, un candidat ordinaire qui ne présente pas d'emblée à l'admission des dispositions particulières de génie, peut être formé. Hein? On peut éduquer, on peut former quelqu'un pour devenir officier, même pour devenir un très bon officier, pour exceller comme officier. Donc, il s'agit bien sûr de l'encadrer, de trouver quelles sont les bonnes manières ici de l'encadrer, à travers, bien sûr, un système de formation qui va être dédié à la formation des officiers. On voit que ces principes sont encore les nôtres. Hein, en 2021, ce sont encore cette même conception qui domine lorsqu'on parle du corps des officiers. C'est encore cette conception qui domine, par exemple, au sein du Collège militaire de Saint-Jean,
où on accepte qu'à l'admission, vous avez été admis au Collège militaire il y a 5 ans, lorsqu'on recrute des candidats dans le programme PEFOR, on recrute parmi l'ensemble de la population canadienne ou québécoise sur la base de critères qui tiennent des résultats scolaires. Hein, votre bulletin y jouait pour votre admission. Et par la suite, sur les compétences que vous allez démontrer à travers les exigences du programme PEFOR, hein, les 4 piliers du Collège militaire. Donc, on a ici, vous êtes tous des citoyens ordinaires à la base, vous vous destinez à la profession d'officier et notre rôle ici, notre responsabilité ici au Collège militaire, c'est de bien vous former pour que vous puissiez exercer cette profession d'officier par la suite, lorsque vous allez obtenir votre brevet, dans votre cas, vous, dans quelques semaines seulement. Huntington identifie, donc il poursuit, 4 facteurs qui ont pu contribuer à la professionnalisation du corps des officiers au 19e siècle. Donc, qu'est-ce qui a pu aider l'émergence de cette profession? Le premier critère, ou le premier facteur plutôt, c'est la complexification de la guerre. Hein, avec le développement des armes modernes, l'apparition de nouvelles unités spécialisées, de nouvelles tactiques, le domaine militaire s'est grandement complexifié et souvent un phénomène auquel on assiste dans toute la société en général, on va assister à ce moment-là à ce qu'on appelle une division du travail. Hein, la division du travail, c'est un processus par lequel les gens vont se spécialiser. Ils vont cesser d'être des généralistes. Ils vont acquérir une spécialité qui lui est propre, une expertise et cette expertise pourrait être mise à profit à l'ensemble de la société. Donc, on a ce processus de division du travail qui s'opère également au sein des forces armées. C'est pourquoi les officiers vont devenir des spécialistes, ceux qui vont commander les troupes, et ils vont donc être formés en conséquence. Donc, on cesse de voir la guerre, on cesse de confier aux seuls aristocrates amateurs le commandement des forces armées. On va donc former des officiers qui vont dédier leur carrière, ils vont faire de la profession d'officier leur carrière, leur métier, et ils vont s'y dédier entièrement pour l'ensemble de leur vie, jusqu'à la retraite. Donc, c'est ce qui va caractériser ici, bien sûr, l'apparition ou ce qui va conduire à l'émergence d'une profession propre au métier militaire, ici la profession d'officier. Deuxième élément, facteur qui joue pour la professionnalisation du corps d'officier, c'est l'émergence de l'État-nation. L'État-nation, organisation politique souveraine, va donc se doter d'institutions qui lui sont propres. Et de toutes les institutions, la plus centrale de toutes est assurément celle de l'armée, des forces armées, qui vont être au cœur de l'institution politique qui est l'État-nation. Ça permet l'émergence d'institutions stables. Donc, les États-nations vont cesser de faire affaire à des troupes de mercenaires pour se doter d'armées permanentes, à la tête desquelles on va trouver un corps d'officiers, lui aussi permanent, qui s'y occupe à temps plein. Évidemment, l'émergence de l'État-nation se fait sous une forme multiple en Europe. Vont émerger simultanément plusieurs États-nations. La France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, tous ces pays vont émerger. Et va naître de l'émergence de ces nations une compétition de plus en plus féroce entre ces différentes États-nations. Donc à ce moment-là, il va devenir de plus en plus important d'avoir des forces armées performantes qui sont capables de livrer des guerres contre les autres puissances européennes contre lesquelles on est entré en compétition. Et là, on va voir les Anglais qui vont vouloir se venger de leur défaite à Ticonderoga au moment de la bataille du Fort Carillon, alors que Champlain, on se rappelle, en 1759, avait vaincu les Anglais. Donc, les Anglais vont vouloir se venger, vont avoir leur revanche. Ils vont se doter d'une force militaire capable de venger cette défaite. On se rappelle que les Français, à l'inverse, vont vouloir se venger de l'humiliante défaite de Trafalgar en 1805. Contre l'amiral Nelson. Donc, les Français vont se doter d'une force maritime pour éventuellement combattre à nouveau la British Navy. Les Autrichiens vont vouloir se venger de l'humiliante défaite qu'ils ont subie contre les Prusses durant la guerre austro-prussienne de 1866. Donc, entre une compétition ici entre les différentes puissances européennes, entre les différents États-nations européens, qui vont exiger, une force permanente et d'un corps d'officiers capable justement de mener des guerres et de mener des guerres victorieuses. Troisième facteur qui joue en faveur de la professionnalisation des corps d'armée, il y a la démocratisation générale des sociétés. Donc, on assiste partout à cette nouvelle exigence que tous les citoyens peuvent désormais aspirer à toutes les fonctions de la société, y compris celle, bien sûr, d'entrer au service de l'État à travers
le port de l'uniforme. Donc, on va servir sur les drapeaux. Ça devient à ce moment-là un droit auquel tous les citoyens peuvent aspirer. Donc, cette démocratisation générale des sociétés affecte bien sûr ici la profession des armes. Donc, à ce moment-là, on ne peut plus exiger, on ne peut plus réserver le corps des officiers aux seules classes aristocratiques. Les roturiers, donc les hommes du commun, peuvent désormais accéder, bien sûr, à la profession d'officier. Cette même logique va être poussée plus loin à partir au 20e siècle, à partir de la seconde moitié du 20e siècle, où on va commencer à admettre les femmes au sein de la profession des armes, suivant cette même logique. Enfin, le dernier facteur qui joue en faveur de la professionnalisation du corps des officiers, c'est l'émergence de la figure de la nation comme source unifiée du pouvoir. La carte européenne du Moyen Âge est une carte qui présente une extrême diversité d'organisations politiques, qui va de l'Empire au royaume, au principat. Ça prend une diversité de formes, de comtés. Tout ça est très, très, très complexe. La figure de la nation va venir qu'à unifier le pouvoir autour d'une seule source unifiée du pouvoir. Donc, à ce moment-là, le soldat et l'officier vont servir pour une seule chose, la nation. Ils vont cesser de servir leur prince, leur vicomte, leur roi, leur commandant militaire, leur chef mercenaire. Ils vont servir une seule figure d'autorité qui est désormais la nation. Donc, cette centralisation du pouvoir va favoriser l'émergence d'un corps unifié de professionnels que sont les officiers. Donc, si on reprend les 5 critères établis par Huntington pour déterminer en quoi consiste une profession d'officier, on voit que ces critères vont s'appliquer à partir du 19e siècle et vont conduire donc effectivement à une professionnalisation du corps des officiers. Donc, reprenons ces critères pour mieux voir comment cela s'opère concrètement. Donc, on a probablement le critère d'admission au sein du corps des officiers. Donc, on l'a déjà dit, si le corps des officiers était jusqu'à présent, à tout le monde au 18e siècle, essentiellement constitué de nobles ou d'aristocrates, on va abandonner complètement, comme on l'a vu avec les décrets prussiens, le critère d'admission fondé sur le rang social ou sur le sang. Donc, à ce moment-là, quiconque peut être admis. C'est un changement radical et ça permet, et la logique derrière ça, c'est de permettre effectivement l'admission de tous les candidats qui présentent un potentiel. Évidemment, je crois que du moins, on a préservé ce système, on peut penser que c'est le bon, dans la mesure où on va agrandir le bassin potentiel de candidats. Et dans ce bassin plus élargi, on risque de trouver ceux qui présentent les meilleures qualités pour être de bons officiers. Donc, c'est le système qu'on a préservé. Je permettrai quand même de faire une parenthèse ici, ou un commentaire en marge. En dépit du fait qu'on a abandonné le critère de sang noble, il reste tout de même qu'en Europe, on trouve encore dans le corps des officiers, à tout le moins en France, c'est avéré, un grand nombre de fils et de filles de nobles. On trouve beaucoup, beaucoup d'officiers à Saint-Cyr, par exemple, qui portent la particule de parentaux de Gaulle, par exemple. Donc, c'est encore dominant. Il y a une vieille tradition qui fait en sorte que les fils de généraux accèdent aussi également à la profession d'officier. Donc, ça, c'est demeuré. Mais le critère comme tel a été abandonné, mais on le voit encore qu'à Saint-Cyr, on trouve beaucoup encore de fils et de filles qui ont des origines nobles. Le deuxième critère, c'est le système de progression. Donc, dans la même logique, si on recrute sur la base des compétences, du moins sur le dossier des candidats, bien, la progression dans la carrière doit également se faire sur la base de critères objectifs, neutres, évaluables. On se rappelle qu'à l'époque, du 18e siècle, l'officier pouvait acheter son brevet d'officier, mais il pouvait même acheter, on se rappelle, son poste de commandement, sa charge de commandement. On se rappelle, en 1856, Huntington le souligne, il pouvait coûter 7000 livres pour acheter le grade de colonel. Donc, tout ça est abandonné. Désormais, on a un système de progression qui fonctionne sur des rendements, des rapports annuels de rendement, qu'on a toujours dans les Forces armées canadiennes, par exemple. Donc, et sur, généralement, le rendement et la seniorité ou l'ancienneté. Donc, on peut accéder au grade de major après avoir fait 4-5 ans dans le grade de capitaine, pas avant. Mais bien sûr, il faut quand même être bon dans ce métier pour être capable de le faire. Il existe essentiellement, là, ici, deux systèmes, deux modèles dans la progression de carrière. Un modèle qui s'applique dans le cas de la France. Je me sers de l'exemple de la France, mais il y a d'autres pays qui ont le même système. C'est-à-dire qu'en France, on peut rester dans le grade un certain nombre d'années, mais après ce nombre d'années, si on n'est pas parvenu à être promu
ben à ce moment-là, on doit être libéré des forces armées. Donc, par exemple, je n'ai pas le nombre exact d'années, mais en France, on peut être capitaine pendant 7-8 ans. Mais après 7-8 ans, si on n'est pas promu major ou commandant, comme il l'appelle en France, ben à ce moment-là, on doit sortir des forces armées. Alors que le modèle qui est le nôtre, le modèle britannique, ben, on a des capitaines de carrière. C'est-à-dire que le seul grade auquel tous les officiers peuvent aspirer, le seul grade auquel on arrive simplement par le seul temps, c'est le grade de capitaine. Mais ça peut être le grade terminal pour certains des officiers. Donc, on ne trouve pas de capitaine de carrière en France, alors que dans le système canadien qui est le nôtre, on en a. Bon, il y a des avantages aux deux systèmes. Nos capitaines de carrière remplissent des fonctions et par leur expérience, souvent leur très longue expérience, peuvent accomplir des fonctions très utiles, notamment dans les états-majors. Alors qu'en France, les capitaines sont tous jeunes par définition. Il n'y a pas de vieux capitaines par définition, parce que les vieux capitaines, ben, ils sont à la retraite. Donc ça, c'est le premier. Deuxième élément, système de progression de carrière au sein des corps d'officiers qui distingue aujourd'hui donc des officiers professionnels. Troisième élément, c'est le système d'éducation. Donc là, évidemment, on va assurer aux officiers une formation adéquate. Formation d'abord généraliste, dans le cas des académies militaires. Hein, la plupart des académies militaires offrent des formations généralistes. Bon, il y a deux modèles ici. Certains pays vont opter pour des académies qui sont associées à un élément particulier. Donc, la marine va former ses propres aspirants de marine, l'armée va former ses propres élèves officiers et l'aviation va former ses propres élèves officiers. D'autres pays comme nous, on a adopté le système d'école combinée. Donc, on a ici les trois armes à l'intérieur d'une même institution. S'ajoute à cela, évidemment, par la suite, des systèmes de formation plus avancés, des écoles d'état-major. Des écoles d'état-major comme le Collège d'état-major des Forces économiques canadiennes, le CFC à Toronto. Donc, après quelques années, nos officiers vont retourner sur le banc d'école pour recevoir une formation plus poussée supplémentaire. Dans le cas canadien, lorsque vous allez au Staff College, vous pouvez obtenir une maîtrise professionnelle. Donc, si vous rédigez un mémoire, vous pouvez obtenir au terme de cette formation d'une année une maîtrise. Donc, c'est un niveau avancé. Ça nous permet d'aller chercher des connaissances plus poussées, des connaissances plus précises, même dans certains cas, pour l'exercice des fonctions qu'attendent ces officiers qui sont destinés à occuper des grades supérieurs au sein des Forces armées canadiennes à partir de colonel en montant, ou lieutenant-colonel. Donc, ça ici, c'est pour le troisième critère. Le quatrième élément qui, lui, va distinguer l'émergence d'une véritable profession d'officier est l'existence d'un véritable système d'état-major. Jusque-là, les commandants, ceux qui commandent les unités militaires, peuvent être aidés ici, là, par exemple, d'être d'un aide de camp. Mais en général, leur commandement se limite à leur seule personne. On va le voir avec la complexification des opérations guerrières. Va venir avec la nécessité pour les commandants d'avoir des conseillers, des gens qui vont se spécialiser dans la planification des opérations, dans le soutien logistique, dans la collecte du renseignement, dans la distribution des ressources. Tous ces spécialistes-là vont former l'équipe d'état-major. Donc là, va apparaître un nouveau type d'officier. Hein? Si notre leader héroïque, qui était le vieux modèle d'officier commandant courageux sur le champ de bataille sur son cheval, on abandonne cette figure au profit d'un officier beaucoup plus effacé, dont le rôle est beaucoup plus discret, voire même anonyme, si on reprend le qualificatif employé par l'officier, le général Secht, qui parlait de ces officiers d'état-major. Ces officiers se distinguent par leur expertise, je dirais leur professionnalisme. Ce sont de véritables spécialistes dans toutes les branches de l'état-major, mais ils ont un rôle très effacé par rapport aux troupes, vis-à-vis des troupes. C'est le commandant qui continue d'occuper cette fonction de dirigeant, de commandant devant les troupes, alors que l'officier d'état-major a un rôle beaucoup plus effacé. Donc ce système, ce nouveau système, participe ici de la professionnalisation de l'officier. Le dernier élément qui est inévitable, vient avec donc une nouvelle manière de concevoir l'officier. Hein? L'officier cesse, et là on a déjà parlé, l'officier cesse d'être perçu à travers l'archétype du génie militaire pour devenir ce professionnel, à la fois commandant, mais aussi officier d'état-major. Deux figures, deux archétypes de l'officier moderne. Donc, cette nouvelle conception, cette nouvelle vision de l'officier est caractéristique de cette profession. Donc, on va y revenir dans le texte de Bentley sur cette question de l'officier avec des catégories qui sont propres de la sociologie militaire des années 1960. Donc, la dernière partie du texte ici de Huntington porte sur le rapport préparé par le général Upton et sur Clausewitz. On va le laisser ici de côté pour les fins de cette discussion.
Nous allons donc reprendre avec ce deuxième ouvrage qui va nous servir pour la discussion. Un ouvrage rédigé par le lieutenant-colonel Bill Bentley, donc qui s'applique au contexte canadien. C'est un texte qui est assez long, je le reconnais, très dense, puisque la première partie, même la seconde, je dirais, s'appuie sur de très, très nombreuses références à la sociologie militaire, à des écrits savants sur le thème de la profession des officiers. Donc, certaines de ces références-là vont vous échapper. Ce n'est pas le but d'en faire une lecture exhaustive, attentionnée du texte, mais bien de tirer du texte ce qui est propre pour bien réfléchir à la question de la profession des armes dans le contexte canadien. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte. Et en ce sens, le texte est très pertinent. Donc, la première partie du texte, jusqu'à la page 29, il s'intéresse vraiment, il fait un survol des écrits en sociologie militaire sur la profession d'officier. Donc, c'est très dense, là. C'est intéressant, mais je retiendrai essentiellement ici les propos qui portent sur Huntington. Donc, lorsqu'on reprend le texte de Bentley, mais il retrace ici qu'est-ce que la conception de profession des armes selon Huntington. Donc, ce que Huntington dit lorsqu'il parle de la profession des officiers, c'est qu'il dit que les officiers sont des professionnels, c'est-à-dire qu'ils n'exercent pas simplement un métier ou une occupation. Ils exercent une véritable profession. C'est-à-dire ici que l'officier n'est pas comparable, son statut professionnel n'est pas comparable à celui d'un plombier, par exemple, d'un électricien. Les plombiers, les électriciens sont des métiers. Les plombiers et les électriciens sont soumis à une expertise qui leur échappe. L'expertise de l'électricien, par exemple, ce sont les ingénieurs électriques qui détiennent une telle expertise. Alors que l'électricien, lui, met en application les principes, l'expertise développée par le génie électrique, pour ce métier qui est celui d'être électricien. Donc, la pratique elle-même de l'électricité ou du domaine de l'électricité. Donc, l'officier est spécialiste. Et il est spécialiste comparable en ce sens à l'avocat, aux avocats dans notre système qui est nous, aux médecins, aux architectes, qui sont tous dotés d'ordre professionnel. Hein? Le barreau du Québec exerce, donc, il régit les activités des avocats au Québec. Le Collège des médecins régit les activités des médecins au Québec. L'Ordre des architectes, les professeurs d'université même sont des professionnels. On est régi par la Fédération québécoise des professeurs d'université. On n'est pas techniquement un ordre professionnel, mais ça s'apparente. Donc, les officiers s'apparentent à ces professions et non pas au métier. Donc, c'est la manière dont Bentley a de concevoir la notion de profession en reprenant ici la conception de Huntington. Mais il rappelle également cette autre conception qui est propre ici à un autre sociologue états-unien, Harold Laswell. Laswell avait de définir ici les officiers en disant d'eux que ce sont des spécialistes dans la gestion de la violence. Donc, si on a à définir la profession d'officier, si on a à la définir simplement, on dira que l'officier est spécialiste dans l'usage de la violence. Il faut préciser ici que l'officier n'a pas lui-même à faire un usage pratique de cette violence. Généralement, il va laisser ça aux troupes et à la tête desquelles on trouve les sous-officiers. Les sous-officiers et les troupes, eux, exercent concrètement la violence. Ils font un usage de la violence, sur le champ de bataille, par exemple. C'est eux qui vont mener les attaques. Ils sont bien sûr dirigés par des officiers, mais rapidement, dans la hiérarchie militaire, les officiers cessent d'être sur le terrain de bataille pour simplement diriger les opérations un peu en arrière. Donc, il est spécialiste dans la manière où il a à utiliser des ressources, des tactiques, des savoirs pour l'accomplissement d'opérations militaires, pour vaincre sur le terrain opérationnel. Donc, il est ce spécialiste. C'est la spécialité, c'est ce qui fait que l'officier est un professionnel. Donc, Bentley poursuit dans ce texte lorsqu'il rappelle, et là je me permets de le faire parce que je ne l'avais pas fait dans la section précédente parce que ça n'apparaissait pas dans le chapitre 2 du texte d'Huntington, mais aux yeux d'Huntington, on distingue une profession à partir de 3 critères déterminants. Une profession existe dans la mesure où les membres de cette profession détiennent une expertise qu'ils mettent au service du public. Donc, c'est ce qui distingue d'abord une profession. Ici, si on reprend Laswell, l'officier, donc, cette expertise, il est spécialiste dans l'usage de la violence et cette violence, dans le cas qu'elle est pratiquée à l'intérieur de l'institution militaire, est au service de la défense de l'État, du public plus largement, donc ici, au même titre que le médecin, par exemple, met sa
son expertise au service du public parce qu'il soigne la population. Le militaire, ici, met son expertise au service du public parce qu'il va défendre le public, ici, plus largement, ici, plus précisément, il va défendre le territoire de l'État. Donc, c'est son expertise qui est mise de l'avant. Deuxième élément déterminant pour une profession, selon Huntington, c'est que cette profession possède une identité corporative qui distingue ses membres des autres membres. Ça peut être à travers des symboles, le port de l'uniforme, par exemple, dans le cas des officiers, dans le cas des militaires plus largement, avec une identité corporative qui est forte, avec ses codes, donc ici vraiment qui distingue ce groupe des autres groupes de la profession. Dans le cas des militaires, c'est encore plus vrai que dans le cas, par exemple, des architectes ou des médecins. Bon, quoique le médecin peut porter le sarrau, là, mais l'architecte, il n'y a rien qui le distingue comme tel, mais il a un code, il a une manière de s'exprimer, de parler, je dirais, qui appartient au monde des architectes. Certes, peut-être moins marqué que la distinction qui s'opère entre l'officier et le monde civil, mais quand même une identité corporative qui distingue la profession. Enfin, le dernier élément, la responsabilité professionnelle. C'est-à-dire que les professionnels ont une responsabilité professionnelle à l'égard du public. Ils doivent rendre des comptes au public, mais ils doivent également s'assurer que leurs membres respectent, par exemple, un code déontologique qui est propre à la profession. Hein? Mais surtout, ça s'accompagne d'un code de discipline. Les professions ont tous des codes disciplinaires. Les membres doivent répondre devant ces tribunaux qui sont mis de l'avant, par exemple, par les professions. Donc, ils doivent répondre de leurs actes devant leurs collègues. Dans le cas des militaires, c'est bien simple, c'est le code militaire qui s'applique, donc qui distingue donc, les militaires. Vous êtes soumis, comme élève officier ici, comme militaire, à un code de discipline militaire qui ne s'étend pas, bien sûr, à l'extérieur du milieu militaire. Et on trouve dans ce code-là, ce qu'on ne trouve pas dans le code civil, dans le code criminel et le code civil, par exemple, des sanctions qu'on ne pourrait pas imposer aux civils, qui sont propres au régime militaire. Donc, un système de discipline qui est propre à la profession d'officier. Donc, c'est ce qui caractérise ici une profession aux yeux d'Huntington. Et aux yeux d'Huntington, le corps d'officier répond parfaitement à ces trois déterminants. C'est pourquoi Huntington reconnaît chez les officiers des professionnels. Bentley poursuit sa réflexion un peu plus loin, à partir de la page 27-28. Il va s'intéresser, par exemple, à une distinction qui est posée par Janowitz, auquel on a fait référence jusqu'à présent. Janowitz distinguait historiquement la figure du leader héroïque. Hein? C'est ce héros guerrier sur son cheval blanc qui allait devant les troupes vaincre l'ennemi. Donc, cette image est abandonnée au profit, avec la professionnalisation d'officier, de cette nouvelle image. Elle n'est pas de Huntington, elle est bien de Janowitz, mais on la retrouve dans la littérature scientifique sur le sujet, de cette image du manager militaire. Donc, les officiers contemporains sont davantage des managers militaires. On pourrait dire, sans un sens négatif ici, des technocrates. Donc, vous êtes en train d'acquérir une expertise, vous devenez des fonctionnaires en uniforme, mais des fonctionnaires, donc vous exercez un métier, une profession. Ici, à travers cette image ici du manager davantage que celle du leader héroïque. Donc, cette dichotomie ici, ces deux archétypes-là sont utiles lorsqu'il s'agit de réfléchir à la profession d'officier. On pourra s'en servir abondamment dans l'ordre de discussion tantôt en classe pour réfléchir à qu'est-ce qu'être un officier, y compris en 2021. Est-ce qu'on a complètement abandonné cet archétype du leader héroïque au profit du manager militaire, ou se trouve-t-il encore à quelques occasions ou certains traits cette image héroïque chez l'officier en 2021, y compris dans les Forces armées canadiennes? On aura l'occasion de revenir sur cette question. En fait, à la fin du texte, il traite abondamment de l'émergence de cette profession, de réflexion plutôt sur la profession d'officier chez les officiers, mais plus largement les Forces armées canadiennes. Parce que dans le cas du Canada, cette réflexion s'est accompagnée d'une réflexion plus large. Parce que dans le cas canadien, lorsqu'on entend la profession des armes, on inclut les sous-officiers. Bon, c'est un débat à savoir si effectivement les sous-officiers sont véritablement une profession. Bentley évoque ce débat-là, dans la mesure où les sous-officiers, si on reprend Huntington, ne maîtrisent pas l'expertise en matière militaire parce que cette expertise-là est réservée aux officiers. Donc, les sous-officiers n'ont pas leurs propres écoles de formation. Ces écoles-là sont offertes par les officiers. Même l'Institut OSID, les formateurs à l'Institut OSID sont certes
des sous-officiers seniors, qualifiés avec une longue expérience, mais le contenu même de leur cours n'est pas produit par eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas la propre expertise. C'est pourquoi on pourrait arguer du fait que les sous-officiers ne sont pas une profession. Ce qui était l'argument mis de l'avant chez Huntington. Lorsqu'on lit Huntington, il n'y a aucune référence aux sous-officiers, si ce n'est qu'ici et là, mais essentiellement, lorsqu'il entend la profession des armes, il entend la profession d'officier. Dans le cas canadien, on a, ces dernières années, on a préféré donc mettre les deux dans la même catégorie professionnelle, les sous-officiers et les officiers. Dans le cas canadien, ici, le thème profession, et je précise ici, je le tire du texte de Bentley, mais je vais peut-être un peu plus loin que lui. Dans le cas canadien, lorsqu'il est question de profession et professionnel, on emploie ces termes surtout dans un sens précis, dans la foulée du scandale La Somalie. Hein. On se rappelle en 1993, le régiment aéroporté, donc un régiment qui existait auparavant, qui a été dissous précisément à la suite du scandale de la Somalie. Auparavant, au Canada, on avait 4 régiments d'infanterie réguliers, le régiment aéroporté, le Airborne Regiment, le Royal 22e Régiment, PPCLA et RCR. Les 3 derniers existent toujours. Il y avait même un 5e, le Black Watch, qui a été dissous un peu plus tôt, dans les années 70. Mais donc, les 4 régiments, le 4e, donc le régiment aéroporté, a été dissous à la suite du scandale de la Somalie. On se rappelle, il avait été déployé là-bas dans une mission des Nations Unies. Mais sur place, les troupes aéroportées avaient commis un crime. Du moins, certains de ses membres avaient commis un crime, avaient abattu ici un prisonnier, Shidan Aaron, qui avait été un jeune garçon, qui avait été fait prisonnier parce qu'il avait volé de la nourriture sur le camp. Il l'avait torturé, en fait, torturé à mort, et ça a fait grand scandale, évidemment associé à une forme de racisme. C'était tout sauf professionnel. Donc, depuis ce scandale, la Somalie, les efforts pour rendre plus professionnelles les forces armées canadiennes se sont surtout traduits par une conception de professionnel, entendue ici comme étant une unité capable de mener ses actions en respectant des hauts standards éthiques. Donc, professionnel est venu qu'à être surtout associé à la question éthique. Ce qui n'est pas le cas chez Huntington. Huntington parle de la question de l'état professionnel, donc de la responsabilité professionnelle comme étant un des éléments de la profession d'officier, mais il ne réduit pas le terme professionnel à ce seul aspect, alors que dans le cas canadien, depuis 20-30 ans, on semble réduire la question professionnelle à ce seul aspect, ou du moins on met un grand accent là-dessus. Tous ces efforts vont se traduire, par exemple, concrètement, vont émerger des efforts pour rendre plus éthiques les forces armées canadiennes. Ça va se traduire bêtement, par exemple, le cours que vous suivez présentement, le PSY 401, professionnalisme militaire et éthique, un cours du tronc commun qui est donné aux élèves officiers depuis cette époque. Ça va se traduire, par exemple, par des ouvrages Duty with Honor, servir avec honneur, où précisément la question de l'éthique est centrale. Ça nous donne des ouvrages comme Officership de 2020, donc un ouvrage qui cherche à réfléchir, bon, qui a été dépassé depuis, on est rendu en 2021, mais à l'époque, qui avait été conçu pour réfléchir à la profession d'officier. Il était abondamment question de l'éthique. Je dirais, et là, c'est ma touche plus personnelle, mon opinion plus personnelle, en réalité, lorsqu'on lit Officership 2020, il est beaucoup question de profession des armes, mais très peu de professionnalisme. Il est essentiellement question des compétences recherchées dans l'optique de développement professionnel, hein, DP1, DP2, DP3, là, davantage qu'une véritable réflexion sur la vision de l'officier. Bon, c'est mon opinion personnelle. On peut même dire que l'opération Honneur qui a été déployée participe de cette conception du rendre plus professionnel les forces armées canadiennes, c'est entendu ici les rendre plus éthiques, c'est-à-dire empêcher des scandales comme celui de la Somalie. Moi, je pense que, bon, c'est mon opinion encore là très personnelle, il serait temps de revenir à une vision plus large, plus englobante, pour réfléchir à la profession d'officier à partir de critères autres que le seul critère de l'éthique. Et peut-être qu'à ce moment-là, pourrait intervenir une réflexion sur la vision de l'officier. Qu'est-ce qu'être officier indépendamment du grade, du métier spécifique ou du contexte dans lequel on est officier, mais qu'est-ce qu'être officier? C'est une réflexion fondamentale qui mérite d'être poursuivie, je pense, parce que dans le contexte canadien, je vois là que les réflexions qui ont été menées là-dessus sont encore, à mes yeux, insuffisantes. Donc, j'ouvre ici, je termine plutôt ma présentation sur ces réflexions, plus personnelles certes, et j'espère que ces réflexions qui se trouvaient dans le texte d'Huntington et Bentley vont nous servir ici pour une discussion ouverte, libre et stimulante. Merci.